Bonjour et bienvenue dans le ZCL News. Nous serons ensemble jusqu'à 14 h. Aujourd'hui, parmi nos invités, nous allons recevoir Cécile Avio qui est déjà sur le plateau avec nous, fondatrice de la pratique Handi-Danse. Elle sera là pour nous faire un retour sur le concours qui a eu lieu ainsi que sur les masterclass. Bonjour. Bonjour, merci de m'accueillir. Avec grande joie. On reviendra pour parler de ce grand événement, 9 ans, donc avec plusieurs temps forts et plein de choses à nous partager en matière d'inclusion. On parlera avec Nathalie Jacobi-Coali, avocate à la Cour et chroniqueuse. Donc c'est à vous, maître. Il sera question du thème du viol, donc un sujet qui est dense, qui va sûrement toucher beaucoup de gens qui ont pu avoir à subir cette pratique et surtout à avoir des recours adéquats. Il sera aussi question avec Jean Attalis, président de la NAM, donc la nouvelle amicale normalienne de la comédie musicale Rizabim. On parlera ensuite avec Winnie Kaona, donc autrice, compositrice bien connue sur notre plateau de Ontiziedou et notamment de son livre en matière de Begin, donc tranche de vie sur pas de Begin. On reviendra avec elle sur cette almanach de vie. Au niveau de l'actualité, on parlera handicap, justement, avec la visite de la ministre déléguée à l'autonomie et au handicap qui a pu joindre le conseil départemental, s'entretenir sur les enjeux du territoire et parler de nouveaux projets. On parlera aussi de Cap Excellence qui lance un nouveau projet pilote en matière de diagnostic pour mieux accompagner les travaux de sécurisation en matière d'eau, prévention des inondations. Il sera question de citoyenneté avec la semaine de la citoyenneté qui a lieu sur BMAO, donc avec des ateliers, des rencontres, des animations orientées vers la conscience civique qui est le mieux vivre ensemble. Et on terminera avec la rencontre organisée à l'UAG, donc entre la procureure et Kérosène, un débat qui a permis de mettre en lumière beaucoup d'enjeux sociétaux. On va commencer tout de suite avec la ministre qui a pu rencontrer le conseil départemental, parler d'inclusion, d'accessibilité, d'accompagnement pour les personnes vulnérables, faire le point un peu sur les enjeux liés à ces personnes. On voit un reportage de Michel Depape. On a travaillé ensemble en amont de cette visite pour pouvoir apporter des nouvelles solutions pour les personnes en situation de handicap et pour les personnes âgées. On sait qu'il y a besoin encore de nouvelles réponses et ces réponses, on veut les construire ensemble parce que la question du grand âge et la question du handicap, c'est une compétence commune entre l'État et le département. Donc c'est important qu'on définisse les solutions ensemble et surtout qu'on définisse des solutions qui correspondent aux réalités ici en Guadeloupe. Nous avions une situation très critique au niveau de la maison départementale des personnes handicapées avec un nombre très important de dossiers en souffrance, de 8000. Le président Losbar a décidé de mettre un task force, un vrai plan d'action pour résorber ce nombre de dossiers avec des recrutements, plus de moyens et nous avons à l'initiative du président, travailler sur le projet de la maison du handicap. On a parlé de plusieurs problématiques, par exemple pour les personnes en situation de handicap et particulièrement pour les enfants. On a parlé de la problématique du diagnostic, du repérage et le département va pouvoir mobiliser aussi des engagements pour repérer plus tôt le handicap chez les enfants, qu'on puisse aussi faire de la prévention. Et puis on a parlé aussi de l'école inclusive, des moyens qu'on peut apporter pour accueillir davantage d'enfants en IME, sortir aussi des jeunes adultes des IME pour libérer des places. Donc tout ça, c'est des solutions qu'on va développer et construire ensemble. Et donc demain, on pourra aussi annoncer conjointement les budgets qu'on va mobiliser ensemble. Le département fait beaucoup, puisque c'est une compétence aussi du département, mais il faut toujours, et nous sommes dans la France, il nous faut aussi le soutien de la France, parce que ce sont les mêmes choses. Donc,
Ce qu'on a fait avec nos personnes âgées, elle va voir, il y a de l'expérience chez nous, elle va l'adapter, mais demain, il y aura une convention qui sera signée, où effectivement, on va parler de sous. La part du département, la part de l'État. Vous savez que la MDPH est un GIP, nous avons insisté, j'ai insisté pour dire à la ministre que nous avons besoin de moyens, de plus de moyens. Il y a un effort considérable qui est aujourd'hui porté par le département, mais bien sûr que nous attendons aussi, bien évidemment, le concours financier de l'État pour accompagner au mieux nos personnes en situation de handicap. Voilà, donc une rencontre qui rappelle qu'il y a des défis vraiment structurels à relever en matière d'inclusion en Guadeloupe, mais pas que. Et la danse peut être un formidable moyen d'inclusion. On va faire justement notre interview avec Cécile Avio, qui a pris ce cheval de bataille de la danse et de l'handidance pour être un vecteur vraiment d'inclusion pour les pratiques, pour les personnes en situation de handicap. Donc bonjour. Bonjour. Alors, de passage en Guadeloupe pour la 9e fois maintenant. C'est ça. Cette semaine, il y a eu plein de choses. Donc, le concours, la masterclass qui avait lieu aujourd'hui, qui s'est terminée juste avant l'interview. Quels sont pour vous, en fait, parce que 9 ans, ça veut dire qu'il y a quand même des choses qui ont été mises en place. On reviendra sur l'historique un peu de l'handidance, comment est arrivée cette idée de formation. Qu'est-ce que vous constatez maintenant que ça fait 9 ans que vous venez en Guadeloupe, les avancées déjà en matière d'inclusion? Alors, c'est vrai qu'au début, c'était très difficile. Il faut se battre pour ouvrir les portes parce qu'on n'y croit pas forcément que la danse soit accessible pour les personnes en situation de handicap, déficientes, même handicap lourd, et aussi pour les personnes âgées. Donc, il a fallu énormément montrer, parce que c'est en montrant qu'on peut voir ces résultats qui sont quand même impressionnants. Donc, à l'heure d'aujourd'hui, je peux dire que vraiment, ce rendez-vous est incontournable. Pourquoi? Parce que ça a été une réussite totale mardi dernier. Nous avons eu 200 danseurs en situation de handicap, de déficience, plus ou moins lourde, des personnes âgées, des PAD aussi qui sont venus, mais en totale inclusion. Pourquoi? Parce qu'on a sensibilisé aussi les écoles à venir. On a sensibilisé énormément de monde, ce qui fait que le Palais des Sports était plein, plus de 1400 personnes en spectateurs. Incroyable. C'était incroyable. Pour moi, c'est une réelle réussite. Mais c'est beaucoup de travail quand même, beaucoup de sensibilisation et beaucoup de formation comme vous en parliez. Oui, on va en parler. Déjà sur la pratique de l'handidance, d'où est venue cette volonté de la créer? Ça part d'où, le concept? Alors, en 1992, ça commence à faire, ça fait bizarre, un peu genre... quand je dis ça. Mais c'est ça, en fait, j'ai vu un reportage avec Emmanuel Laborie, c'était une répétition pour le théâtre pour des personnes sourdes, des enfants sourds, malentendants. Et là, je me suis dit qu'est-ce qui existait pour eux. J'ai appris la langue des signes. Je me suis rapprochée du corps médical pour faire danser les sourds malentendants. Et c'est comme ça que j'ai travaillé au fur et à mesure. J'ai établi une méthode bien spécifique parce que tout le monde est venu vers moi. Il n'y avait rien à l'époque. Absolument rien. Sauf la compagnie Betcheva en Israël qui avait intégré des danseurs valides avec des danseurs sourds malentendants. Mais voilà, donc il a fallu tout construire et tout s'est fait comme ça. J'ai toujours dit oui parce qu'il y avait tout à faire en fait. Et vous pouvez imaginer à l'époque, il n'y avait pas Internet. Donc c'était très difficile. Même en structure, on nous disait « Ah ben non, ils sont en fauteuil, ils ne peuvent pas danser ». Même les personnes travaillant dans les structures. Donc ça a été vraiment un travail de longue haleine. Oui, c'est un travail de fond en fait, même sur les croyances limitantes par rapport à ça. Ah mais complètement. Complètement. Très 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 difficile. Mais je suis fière aujourd'hui que nous puissions accueillir 1 millier de danseurs sur la semaine handidance, par exemple à Paris, cette année. On a été obligé d'agrandir. C'est une association, c'est une fédération. C'est une fédération, donc vous avez combien de... Plus d'1 millier. 1 millier, d'accord. Voilà. Donc on a été obligé d'agrandir notre rencontre et concours national handidance. Maintenant, c'est devenu la semaine handidance. Nous effectuons une table ronde. Nous avons aussi cette fameuse masterclass qui fonctionne très très bien. Et l'objectif, c'était, il y a 9 ans, d'implanter la pratique handidance justement en Guadeloupe, chose qui a été faite avec une équipe solide, une équipe forte, puisqu'il y avait Marivonne qui a donné les cours aussi, qui a été formée. Donc la formation, elle est venue tout de suite ou bien elle est venue comment? Marivonne s'est formée tout de suite. Je parle vraiment au niveau global. Au niveau global
on va dire français. Comment la formation, elle s'est construite tout de suite quand vous avez lancé cette pratique ou bien? Eh bien, en fait, ne pouvons pas donner les cours partout. Il a bien fallu que je me fasse remplacer. Donc, il a fallu que je forme les personnes à qui je donnais des cours. D'accord. Et après, les formations se sont créées automatiquement, puisque en fait, les sourds malentendants de Marseille voulaient danser, de Toulon, puisqu'à l'époque, j'ai construit la fédération à Nice. Tout le monde voulait danser. Donc, j'ai construit des associations départementales sur toute la France. Et là, de but en blanc, il a fallu obligatoirement, c'était une logique, construire cet organisme de formation professionnelle. D'accord. Si vous voulez vraiment... Donc, combien de formateurs, du coup? Alors, à l'heure d'aujourd'hui, nous avons une dizaine de formateurs à Avio. D'accord. Et en Guadeloupe? En Guadeloupe, nous en avons je sais qu'il y en a deux. En Martinique, une. Une, d'accord. Donc trois sur les Antilles. Sur les Antilles. Ok. Et du coup, comment vous voyez les résultats, puisque bon, on a 200 quand même participants, ce qui est énorme, mais au niveau personnel, estime de soi, épanouissement pour les personnes en situation de handicap, comment elles le vivent en fait? Alors, c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est une très grande fierté pour eux, c'est un honneur, c'est leurs personnes qui sont valorisées. Ce sont des applaudissements par rapport au travail qui a été effectué, par rapport aux émotions qu'elles ont données en dansant. Et ça n'a pas de prix, parce que ce n'est pas une sculpture où on dit « Ah, elle est belle cette sculpture » ou un dessin. Non, c'est la personne qui est belle. Donc c'est une valorisation extraordinaire. Et sincèrement, pendant certaines chorégraphies, l'inclusion est tellement forte qu'on ne voit plus qui est qui. C'est vraiment une réelle inclusion. Ce sont des danseurs à part entière comme chaque citoyen. C'est ça qui est fort en fait, c'est de pouvoir mixer à la fois des personnes en situation de handicap et des personnes, on va dire, valides. Mais c'est ça. C'est ça en fait. C'est ça, faut pas les oublier. Oui. On est tous ensemble pour s'aider les uns les autres. Et voilà, et la différence, eh bien, nous sommes tous différents, bien sûr, à différents niveaux. Mais je pense que demain, on ne sait pas ce qui peut arriver. C'est ce que je dis toujours. Donc, c'est vrai. Donc, moi, je peux être aussi en situation de handicap demain, mais j'aimerais qu'on me considère. Et voilà. Et je veux qu'on considère toutes ces personnes comme des personnes et des danseurs, hein, puisque je représente la danse, des danseurs à part entière, parce qu'ils donnent le maximum d'eux. Du coup, dans ces concours, comment ça s'organise? Il y a des catégories ou bien c'est des styles, ou comment vous avez un peu programmer ces rencontres-là? D'accord. Alors, chaque juge, en fait, est formé, justement, et a une grille spécifique pour donner des points en fonction de l'utilisation de l'espace, l'expression, les décors, les costumes, la technicité artistique. C'est pas en fonction du handicap ni de la déficience, même si c'est noté sur la grille. Le juge doit vraiment prendre en considération la lourdeur du handicap. Voilà, donc ça aussi, c'est très, très important. Parce que bien évidemment, on ne va pas pénaliser les danseurs en fonction du handicap, hein, surtout pas. Chez nous aussi, toutes les personnes en situation de handicap, mais quelles que soient-elles, sont accueillies et acceptées. On ne fait pas une sélection sur le handicap. Ça, c'est important. On ne le fait pas. Oui, on ne le souhaite pas et je ne le souhaite pas. Mais parce que ça existe. Oui, donc voilà. Ben oui. Donc nous, c'est tout le monde. Et puis, alors le concours, en fonction des prix qui ont été donnés par chaque jury, le scrutateur va au total pourra délibérer, dire bon ben voilà, c'est par exemple 18 sur 20, ça correspond à premier prix en or. Nous avons 3 prix en or, prix argent et prix bronze. Voilà pour le concours. Et du coup après ils partent, il y a un concours ou compétition, je ne sais pas comment on dit, concours en France, c'est ça, ou ils participent? C'est ça. Alors en fait, il y a aussi la rencontre en Guadeloupe, il y a rencontre et concours, donc ça ce sont les diplômes et un trophée délivré aussi pour le chorégraphe et la structure. Et après, je donne mon coup de cœur Handi Danse Caraïbes, qui lui part, s'il le peut, mais en règle générale ça se passe bien jusqu'alors, il part en national. D'accord. Voilà, pour la rencontre et le concours national Handi Danse qui aura lieu à Paris, là, au mois de juin, du 2 au 6 juin.
D'accord. Paris pour sur la semaine Handidanse. Oui, c'est ça. D'accord. Et la masterclass que vous avez pu faire aujourd'hui, du coup, c'est personnes valides et personnes en situation de exactement. handicap. On a eu une école qui a participé, donc on a bien expliqué. Une école primaire. Voilà, on sensibilise toujours les collèges et les écoles pour pouvoir faire de l'inclusion. Plus jeunes ils sont sensibilisés et plus jeunes le regard change et voilà, rien que dans la rue, faire un sourire. Et accueillir la personne handicapée, ça change tout, quoi. Qu'est-ce qui reste à faire, selon vous, en matière de inclusion ici en Guadeloupe et en France? Qu'est-ce qui mériterait d'être fait encore? Il y a deux choses. Il y a les personnes isolées qui sont en situation de handicap et qui ont des difficultés pour se rendre à des cours de danse ou se rendre à la manifestation. Voilà, donc ce sont toutes ces personnes en situation de handicap et âgées qui sont isolées. Donc ça, c'est un petit peu compliqué. En matière d'inclusion, j'espère sincèrement pour les 10 ans l'année prochaine, sensibiliser encore plus les écoles et les collèges à venir participer. C'est mon objectif pour justement être dans la danse inclusive. Et du coup, est-ce que ça mériterait, j'imagine, enfin c'est une question, de prendre... donc là, vous avez eu des écoles. Est-ce qu'on ne pourrait pas les inclure vraiment sur un long cours et pas juste sur une masterclass? Oui, il y a quelques chorégraphes qui le font déjà. Voilà, mais tous ne peuvent pas le faire forcément puisqu'il y a des institutions. C'est logique. Voilà, mais ça se fait. Nous avons eu des chorégraphies inclusives qui ont été présentées lors de la rencontre et du concours ici. Donc, la prochaine étape, du coup, si j'ai bien compris, c'est juin, donc c'est en France. C'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres projets à venir? Alors, l'autre projet, c'est l'année prochaine, bien sûr, à ne pas manquer, parce que ce sont les 10 ans de l'implantation de la pratique handi-danse en Guadeloupe. Donc, pour moi, je veux que ce soit un événement fort et je veux que l'inclusion soit reine et que les danseurs en situation de handicap soient récompensés comme ils le méritent. Voilà, on va tout donner pour eux. La prochaine formation, c'est prévu? Alors, ça sera également en avril de l'année prochaine. Comment se passe cette formation? S'il y a des gens qui nous écoutent, qui voudraient... Alors, on forme le personnel médico-social et hospitalier, on forme les professionnels de la danse, les animateurs et les amateurs également. Notre organisme de formation est certifié Calliope et également nous avons une formation qui est prise en charge par le CPF puisque nous avons été reconnus par France Compétences. Donc, c'est vraiment un centre de formation... sérieux, compétent, référencé. Et qui dure combien de temps? 5 jours ici. 5 jours ici. 5 jours, voilà, avec une évaluation à la fin, afin de délivrer le diplôme d'initiateur handi-danse ou animateur ou professeur handi-danse adapté inclusif. Donc, vous avez dit que ces professionnels aussi de santé peuvent tout à fait. Adhérer à cette formation. Ça veut dire qu'ils ne sont pas obligés de savoir danser pour... Exactement, on leur donne les bases. D'accord. On leur donne les bases, on a vraiment un module spécifique pour eux. Parce qu'on ne va pas demander non plus des grands jetés, oui, voilà, j'imagine. Des sous-carpés. On adapte les pas. Les pas sont adaptés. Donc voilà. Mais il y a possibilité de s'améliorer et de passer le niveau au-dessus. D'accord, donc il y a plusieurs niveaux sur la formation. D'accord. Donc ça permet à tout le monde de pouvoir déjà avoir un pied à l'étrier, on va dire, et après développer sa pratique. Et oui, c'est ça, parce que c'est vrai qu'il ne faut pas commettre d'erreurs quand on enseigne auprès de ce public spécifique, parce qu'après, qu'est-ce qui risque? De toute façon, pour la danse aussi. Voilà, c'est ça. Oui. Qu'est-ce qui risque? Que les personnes handicapées, j'aime pas, j'y vais plus, et puis voilà. Et ce serait dommage. L'objectif, c'est que ça leur plaise et qu'ils se sentent exister et qu'ils oublient en fait leur état de corps et d'esprit pendant ce moment de danse. D'accord. Bon, très bien. En tout cas, merci pour cette pratique et la fédération. Est-ce qu'il y a une antenne vraiment Guadeloupe? Alors, sur Basse-Terre. Basse-Terre. Voilà. Et du côté de Bemao. Voilà, nous avons Célia Macap qui est référente et Alexandra Gadjar également qui est référente en handi-danse par rapport à l'Académie Avio. Voilà. D'accord. Donc les gens peuvent éventuellement les contacter. Oui, tout à fait. Directement pour... Tout à fait. Et même s'ils nous contactent au siège, on transmet les coordonnées de ces dames. Ok.
Ok. Bon, en tout cas, merci, Madame. Merci infiniment. Avec grand plaisir. On va revenir à l'actualité pour parler de le projet pilote de Cap Excellence, donc Wote Case Andlo. Donc, c'est un projet qui permet de relocaliser les logements situés dans les zones inondables pour mieux protéger justement les familles face aux risques climatiques. Un projet qui est en cours et qui permet de faire un diagnostic gratuit du logement et de permettre un accompagnement personnalisé sur mesure. On voit un reportage de Vianney Valverde. En quoi ça consiste, Wote Case Andlo? Tout simplement, c'est que à l'issue du papy de Cap Excellence, qui est né du papy des Grands Fonds, et donc papy des Grands Fonds a lancé les études, et le papy 2 de Cap Excellence a lancé les travaux. Donc nous avons lancé une étude de vulnérabilité des bâtis dans le cadre des inondations, parce que ce qu'il faut savoir, un tiers de la population, 2 tiers des activités économiques potentiellement inondables se trouvent dans le territoire de Cap Excellence. Et donc à partir de ça, nous avons ciblé un territoire test. Donc pour l'instant c'est Carac, c'est Terrasson et c'est Salle d'Asile. Donc nous avons fait plusieurs réunions de travail avec les riverains et qui se sont inscrits. Et donc aujourd'hui nous faisons le rendu. Alors je dirais c'est une inscription volontaire et aussi confidentielle et gratuite. Et c'est pour tout le monde, c'est pour le grand public, c'est-à-dire tous ceux tous ceux et toutes celles qui ont un bâti dans une zone potentiellement inondable. C'est aussi les entreprises, c'est les locataires, c'est tout le monde. Et donc c'est un financement de 80% d'aide pour pouvoir réaliser des travaux. Après la réunion publique, il y aura des rendez-vous au cas par cas avec chacun des administrés pour voir avec eux les mesures qu'on leur propose pour réduire leur vulnérabilité et pour les mettre en sécurité. Et donc ce sera aussi l'occasion de parler du financement de ces travaux. Donc dans certains cas, ces travaux sont financés par le Fonds Barnier, le FPRNM de l'État, et dans le cadre du PAPI, plus généralement Cap Excellence, le FEDER et l'État, pour financer ces travaux de mise en sécurité des personnes. Wote Case Andlo, c'est déjà, qu'on nous a dit, un premier dispositif pour accompagner ces mounas. On a un plan d'action au niveau du PAPI et aussi au niveau de la GEMAPI. Donc on a des plans d'action. Donc là, c'est une opération, ce n'est qu'une opération parmi tant d'autres. Voilà, on va faire notre première pause publicitaire. On revient tout à l'heure pour parler avec Nathalie Jacobi-Coali du viol, donc avec les recours possibles et parler un peu de ce problème qui touche parfois beaucoup trop de gens. On revient tout à l'heure. Nous voilà de retour dans le ZCL pour la deuxième partie. On va recevoir dans un instant Nathalie Jacobi-Coali. Elle va nous parler du viol, donc qui est quand même un sujet dense. Voilà. On va revenir tout à l'heure et ensuite on va recevoir Monsieur Atalis, président de la NAM, donc la nouvelle amicale mornalienne. Il est là pour nous parler d'un spectacle qui aura lieu très bientôt à la salle Georges Tarrer. Bonjour. On va revenir rapidement à l'actualité et parler de la semaine de la citoyenneté sur BMAO qui est organisée avec plusieurs ateliers, des rencontres, des conférences qui permettent de développer la conscience civique et le bien vivre ensemble. On voit un reportage de Solène Fèvre. La ville de BMAO cette année a lancé une semaine de la citoyenneté et aujourd'hui nous sommes sur la journée de l'éco-citoyenneté. Donc pour un peu inciter les enfants à s'investir et à regarder un petit peu tout ce qu'il y a autour d'eux qui peut faire d'eux un bon citoyen. Donc nous avons 3 sites aujourd'hui, un jardin créole, nous avons également plusieurs stands pour un petit peu échanger sur la thématique. Nous avons un débat qui se passe en ce moment même à l'hôtel de ville avec Kérosène pour justement débattre de cette thématique. Et nous avons sur Vonche une journée très intéressante avec les plus petits cette fois-ci sur le bien vivre et bien manger au pays. Je suis chargé de l'atelier jardin créole, pour donner un petit peu de connaissances techniques et scientifiques sur les plantes jardin créole.
et aussi informer de l'utilisation des plantes, comment les cultiver, les vertir et tout cela. L'objectif, c'est que nous sensibilisons le citoyen à la protection de l'environnement, à la biodiversité et à la propreté aussi à l'environnement, comment il faut protéger, comment il faut... Comme par exemple, vous savez qu'il y a un secteur, les gens veulent toujours faire du jardin, et nous, on enseigne les personnes à comment il faut cultiver et garder une propreté de l'environnement. On est là avec notre école pour l'éco-citoyenneté, pour voir la nature un petit peu, pour voir comment fonctionne le monde, oui, à découvrir des choses aussi. On a été voir l'atelier des sangsues et le monsieur nous a expliqué que les sangsues, il y a des sangsues qui n'ont pas mangé depuis 7 mois parce qu'il y a certaines personnes qui ne veulent pas mettre sur leur peau. Donc, il y a ceux, elles ont déjà mangé, elles sont grosses, qui veut dire qu'elles ont été soit dans la bouche, sur la gencive, ou soit sur la peau. On souhaitait inciter les participants à s'investir pour leur ville, de façon à faire d'eux des citoyens de demain actifs et que les choses se passent de mieux en mieux. Je trouve qu'en 10 ans, il y a eu une très belle avancée par rapport à ce qu'on voyait auparavant, des ordures un petit peu partout. De plus en plus, on voit que ces endroits-là sont beaucoup plus propres. Mais il y a beaucoup encore à faire. Oui, beaucoup à faire. Et surtout, la citoyenneté, c'est dès tout petit que ça commence. Vraiment important. Alors, on va parler d'un sujet un peu moins joyeux, mais qui est important. Un sujet grave qui a entouré beaucoup de tabous, de silence et de méconnaissances juridiques. Et heureusement que Nathalie est là. On lance le générique, on en parle tout de suite. Voilà, donc aujourd'hui, bienvenue Nathalie, tu vas nous parler d'un sujet qui est donc, comme je disais, un crime grave. Oui, c'est un crime. Voilà, donc le viol. Est-ce qu'on peut définir qu'est-ce que c'est? Oui, tout à fait. Donc le code pénal définit le viol comme tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, ou tout acte bucco-génital commis par violence, contrainte, menace ou surprise. Voilà comment est défini le viol par le code pénal. Donc, en fait, s'il n'y a pas de pénétration sexuelle, est-ce qu'il y a quand même sanction? Tout à fait, parce qu'on fait bien la distinction lorsqu'il y a pénétration sexuelle, c'est un viol. Lorsqu'il n'y a pas pénétration sexuelle, on parlera d'agression sexuelle. Là également, ça sera sanctionnable, vu que l'agression sexuelle est un délit. Donc, généralement, c'est sanctionnable en fonction des cas entre 5 ans et 7 ans d'emprisonnement. Et est-ce qu'on peut dire qu'un conjoint peut violer en fait sa compagne? Son épouse. Son épouse, tout à fait. Ouais. Donc oui, en fait, le viol pourrait être caractérisé, peu importe la relation qu'entretiennent les personnes. Donc effectivement, il pourra avoir viol si effectivement c'est son époux, son épouse, si effectivement ça peut être son petit copain, ça peut être un flirt, parce que souvent, quand les personnes entretiennent des relations, c'est un petit peu plus compliqué pour eux de pouvoir même caractériser le viol ou de se dire qu'ils ont été violés ou aussi ils ont aussi peur d'aller porter plainte. Mais dès qu'on rentre dans la définition légale d'une pénétration sexuelle par quelque nature qu'il soit ou un acte bucco-génital et qui a été commis par violence, contrainte, menace ou violence, il y a viol. Donc c'est vraiment ça qui est important de notifier, c'est les conditions en fait. Voilà, c'est ça, les circonstances. Les circonstances. Et qu'est-ce qu'on peut faire lorsqu'on est victime de viol? Alors lorsqu'on est victime de viol, donc après ça va dépendre encore des circonstances. Donc si effectivement l'acte vient de se produire et on peut appeler le 17, d'accord, pour qu'effectivement qu'on vienne et qu'on puisse signaler ce viol. Si on est en mesure de se déplacer, on peut aller à la police ou à la gendarmerie pour qu'on puisse recueillir tout de suite toutes les preuves concernant ce viol et qu'on puisse également porter plainte pour qu'ensuite on puisse faire une enquête pour pouvoir déterminer les circonstances de ce viol. Donc ouais, c'est très important d'aller vite pour faire les constatations utiles. C'est très important. Pourquoi c'est important d'aller vite? Parce que des fois, les personnes victimes de viol, en fonction des circonstances, elles
elles vont réfléchir, des fois elles n'ont pas forcément envie d'aller porter plainte tout de suite, surtout au regard des fois de la relation. C'est ça, le choc. Aussi au regard de la relation qu'elles peuvent entretenir avec l'auteur de ce viol. Et des fois, le premier réflexe qu'elles vont avoir, c'est lorsqu'elles ne sont pas chez elles, c'est de rentrer chez elles et de prendre une douche. De retirer les vêtements qu'elles avaient, de les jeter. C'est de se dire, ça ne s'est pas passé, je me nettoie de tout ça. Mais tout ça, c'est des preuves. Les preuves, effectivement, il faut les recueillir tout de suite. Donc c'est pour ça qu'il faut aller tout de suite à la police ou la gendarmerie pour pouvoir après qu'on puisse recueillir ces pièces. Donc effectivement, les vêtements qu'elles avaient, faire des examens médicaux. Et ça, il faut le faire rapidement. Pourquoi? Parce que ce type de preuves, ça disparaît vite. Donc c'est important. Est-ce qu'en Guadeloupe, c'est plus facile, plus difficile de porter plainte? Je ne vais pas dire si c'est plus difficile ou moins difficile, parce qu'il faut savoir qu'une victime de viol, c'est toujours assez spécifique. Il y a différents types de victimes en fonction des crimes, en fonction du délit. Mais il faut savoir qu'un viol, c'est assez spécifique dans la mesure où souvent la victime se remet souvent en question. Elle va des fois se dire c'est de ma faute. On est victime, mais on se dit c'est de ma faute parce que j'étais pas habillée peut-être suffisamment, j'étais peut-être pas suffisamment couverte, parce que peut-être ça se fait en boîte de nuit ou qu'on était un petit peu... non, en fait, peu importe la façon dont on est habillé. On peut même être en maillot de bain, on peut avoir une jupe très courte, c'est pas une invitation. À partir du moment où il n'y avait pas consentement, c'est un viol. Est-ce que du coup il y a un délai pour porter plainte? Alors oui, il y a un délai de prescription pour le viol, il est de 30 ans. Donc si effectivement, c'est quand même bien. Il a été rallongé il y a quelques années, il était plus court. Donc si effectivement le viol a été réalisé lorsque la personne elle était mineure, alors le point de départ, ça sera sa majorité. Donc ça sera 18 plus 30, donc elle aura jusqu'à ses 48 ans pour porter plainte. Donc si elle n'était pas mineure, le délai de prescription, il reste de 30 ans. D'accord ? Et lorsqu'on parlait tout à l'heure d'agression sexuelle, donc là, pareil, le délai de prescription, il est de 10 ans. Parce que ce sont des faits, c'est un délit, c'est pas un crime. Donc l'agression sexuelle, donc si effectivement elle a été commise quand la personne elle était mineure, donc on va faire 18 plus 10, ça sera 28 ans. Mais quoi qu'il en soit, le délai de prescription, il est de 10 ans. D'accord. Justement, pour les mineurs, est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a quelque chose de spécifique pour les mineurs? Concernant les mineurs, pareil, parce que généralement, quand une personne aussi, elle est victime de viol, il faut qu'elle ait un petit temps. Parce que c'est pas toujours évident de le dire en fonction des circonstances, de porter plainte. Donc c'est vrai, c'est pour ça qu'aussi qu'on a rallongé ce délai de prescription, parce qu'on s'est rendu compte que lorsque la personne, des fois, elle est mineure, elle ne va pas forcément tout de suite le verbaliser. Puis elle ne comprend pas forcément tout de suite qu'est-ce qui s'est passé. Parce que même quand une personne est majeure, elle subit un viol, elle est des fois, on va parler, les psychologues vont parler du phénomène de sidération, on n'a pas tout de suite conscience de ce qui se passe. Donc a fortiori, lorsqu'on est mineur. Donc souvent, effectivement, c'est pour ça qu'on a rallongé les délais, parce que des fois, il y a quelque chose qui est magnifique avec la mémoire. Moi, je vais dire, c'est l'instinct de survie. C'est-à-dire qu'une personne, elle peut avoir un choc émotionnel et elle va oublier. En fait. Elle oublie. Et en fonction des circonstances. Donc, c'est quoi ces circonstances? Quand une personne est victime de viol, ça peut être la maternité, lorsqu'elle est enceinte. Il y a des événements qui vont faire que sa mémoire va se raviver. Il y a une résurgence des faits. Et par rapport à la procédure judiciaire, vraiment, comment ça se passe en cas de viol? Alors, comme il s'agit d'un crime, lorsque effectivement la personne va porter plainte, on va devoir saisir un juge d'instruction. D'accord? Donc une instruction sera ouverte. Donc un juge d'instruction, il va instruire à charge et à décharge. D'accord? Et au terme de cette instruction, si les faits sont caractérisés, ou que le juge estime que les faits sont caractérisés, il va rendre une ordonnance de renvoi, soit devant la cour d'assises, soit devant la cour criminelle, pour qu'effectivement l'auteur puisse être jugé pour ces faits de viol. Et est-ce que la victime de viol, elle a le droit d'assister justement à son avocat lors des séances Tout à fait. Justement, c'est mieux au regard de toute façon de la gravité des faits que la victime soit assistée d'un avocat pour qu'elle puisse l'accompagner dans ses différentes démarches, aussi bien concernant sa procédure judiciaire que même concernant même son choc émotionnel qu'elle pourra avoir, lui indiquer ce qu'il y a lieu de faire, pour qu'elle puisse être assistée lors de son audition devant le juge d'instruction. Après, il pourra très bien avoir confrontation
avec l'auteur du viol. Après, la confrontation n'est pas forcément systématique. Pourquoi? Parce qu'au regard des faits, des fois, la personne ne se sent pas en mesure de pouvoir faire cette confrontation. Car même lorsque, effectivement, il y aura procès, moi, c'est ce que je vais dire à mes clients. Je vais leur dire, vous n'êtes pas forcément obligés d'être présents si ils n'arrivent pas à le faire. Parce que nous, on est là en tant qu'avocats pour les assister, pour porter leur voix. Et d'autant qu'en plus, il y a un dossier d'instruction, donc il y aura leur déclaration, parce que c'est pas évident. Donc oui, la personne victime de viol a tout intérêt à être assistée par un avocat. Mais justement, quand on dépose plainte des années après, qu'on n'a pas de preuve médicale, est-ce que comment le problème qui se passe, c'est qu'en matière de viol, si l'autre personne en face ne reconnaît pas, ça sera la parole de l'un contre la parole de l'autre s'il n'y a pas de preuve. Parce que si par exemple les faits sont relativement anciens, parce que par exemple le délai de prescription, il est de 30 ans. Admettons, la personne, elle était mineure au moment des faits. Donc, à 45 ans, elle va porter plainte. À 45 ans, généralement, il n'y aura plus de preuves. C'est ça. D'accord, il n'y aura plus de preuves. Donc, ça veut dire qu'elle va désigner un tel comme l'auteur de son viol. Admettons, cette personne, elle n'a pas de casier judiciaire, elle n'est pas connue pour ce type de fait, qu'elle-même, elle nie les faits, qu'il n'y a rien par rapport au fait qu'elle prétend. Il n'y a pas de preuves, il n'y a pas de témoins, ça sera la parole de l'un contre la parole de l'autre. Donc ça veut dire que souvent, dans ce type de cas, il y aura pas de procès. Pourquoi? Et même, on va rester au stade, si effectivement on va désigner un juge d'instruction, généralement on va rendre une ordonnance de non-lieu, parce que les faits ne sont pas caractérisés. Donc c'est ça la difficulté. C'est qu'en matière de viol, il faut quand même aller assez rapidement pour pas que justement que ces preuves disparaissent. D'accord. Du coup, oui, c'est tout l'intérêt de déclarer tout de suite, ça. De porter plainte et d'engendrer l'instruction. Comment, en termes d'instruction, comment ça se passe? Est-ce que c'est public? Est-ce que c'est privé? L'instruction est toujours privée. C'est le procès. Le procès, effectivement, le procès peut être... généralement, un procès est public, mais il peut être également à huis clos. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute personne peut assister à un procès, mais s'il est à huis clos, ça va être que les personnes qui sont intéressées par le procès qui ont le droit d'être présents. Par exemple, les experts, parce qu'effectivement, on pourra interroger les experts, un des enquêteurs, s'il y a des témoins, mais les tiers à cette affaire ne pourront pas assister au débat. Donc, le huis clos, généralement, il peut être demandé par la victime. Lorsque la victime, dans des faits de viol, elle demande le huis clos, la cour l'accorde, parce qu'au regard des faits, c'est même des fois pour protéger la victime, on va généralement accorder ce huis clos. Et donc, la peine encourue en cas de viol, quelle est-elle? Alors, ça va dépendre des circonstances. Ça pourrait être 15 ans, 20 ans, comme ça peut être 30 ans si le viol a entraîné la mort de la personne. D'accord, ok. Donc, dernier message, en tant que professionnel, ce serait quoi? Alors, le message que j'ai envie de passer, c'est surtout que lorsqu'on est victime, il faut arrêter de se victimiser. Quand je dis se victimiser, c'est de reconnaître qu'on est une victime. Pourquoi? Parce que souvent, les victimes de viol, c'est très particulier parce qu'elles vont avoir peur, elles vont se dire « mais si je dénonce, il va peut-être faire de la prison, ou il va peut-être être incarcéré. » À ce moment-là, moi, c'est ce que je vais dire à mes clients ou mes clientes. Nous, lorsqu'on porte plainte, on n'est pas sur la peine. C'est-à-dire que après, effectivement, lorsqu'il y aura un procès, de toute façon, lorsqu'il y aura un procès, la victime, elle sera pour demander elle sera sur les intérêts civils. Elle va demander le dédommagement par rapport à son préjudice. Mais elle ne se prononce pas sur la peine. C'est pas nous qui nous prononçons sur la peine. Si effectivement le délai il est caractérisé, effectivement, la cour va trancher. Mais il faut qu'elle puisse être reconnue en tant que victime. Et surtout, il faut qu'elle puisse se faire accompagner. Et la parole est libératrice. Donc, il faut parler. C'est important. Donc, il ne faut pas hésiter à aller porter plainte tout de suite. Et se faire assister. Et se faire accompagner. Se faire assister, accompagner d'un avocat. Et surtout, faut arrêter de... C'est plus facile à dire qu'à faire. Mais il faut que la victime reste une victime. Il ne faut pas qu'elle anticipe trop sur l'après. Parce que de toute façon, le temps judiciaire, c'est un temps particulier. C'est long. Donc, de toute façon, les choses se font par étapes. Bon, merci Nathalie. Je pense que voilà, c'est un sujet qui mérite d'être évoqué pour que tout le monde puisse avoir les bonnes pratiques, informations pour faire ce qu'il faut rapidement. Merci.
On va changer de sujet, être un tout petit peu plus léger, parler de spectacle, donc une comédie musicale qui a lieu bientôt, donc avec la nouvelle amicale Mornalienne. Et donc pour parler de ça, nous avons Monsieur Atalis. Bonjour. Oui, bonjour. Alors, Monsieur Atalis, est-ce qu'on peut parler un petit peu de votre association déjà qui, je crois, est là depuis quelques années, donc vous avez eu beaucoup d'activités. Est-ce que vous pouvez nous parler brièvement de ce que vous proposez? Alors, nous avons eu, et nous avons encore, beaucoup d'activités. Alors, très prochainement, nous aurons un spectacle à la salle Georges Tarrer, un spectacle comédie musicale et danse, parce que nous sommes surtout un club de danse. D'accord. Mais nous Quelle sommes... danse? Comment? Quel type de danse? Quadrilles. Quadrilles, d'accord. Et les quadrilles, parce qu'il y a des quadrilles qu'on connaît en Guadeloupe, mais il y a les lanciers, quadrilles lanciers impériales, n'est-ce pas, que l'on pratique aussi, et quelques danses de salon. D'accord, donc là c'est une comédie musicale. Donc. Alors là, vous aurez chant et danse. Voilà, chant et danse. N'est-ce pas? Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu d'où vient cette envie, ce projet? Bon, j'imagine que c'est parce que vous avez des activités de danse, que vous avez voulu... mais vous êtes inspiré de quoi, en fait, par rapport à ce spectacle? Alors, par rapport à ce spectacle, nous nous sommes inspirés d'une activité dansante que nous avons eue, n'est-ce pas, qui concernait l'ancier, l'impérial, n'est-ce pas? Alors nous nous sommes dit, bon, on ne pouvait pas conserver ça pour nous seuls, et qu'on pouvait un petit peu communiquer, faire savoir ce que nous savons faire. Donc là, la thématique Rizabim... alors, la thématique pourquoi vous l'avez choisie? On l'a choisie parce que justement, dans le cadre d'un déjeuner dansant, on a voulu présenter un spectacle, un mini-spectacle si vous voulez, mais mini, avec une de nos membres, Madame Adélaïde, qui a vécu à Pointe-à-Pitre, qui a connu la Rizabim. Elle a amplifié les choses parce qu'elle a voulu faire les choses un petit peu grandeur nature, comme ça se présentait dans les années 1900, je dirais 50, 1950, entre 50 et 60. Et on a voulu faire vivre au public la réalité de cette époque. Donc on a fait une fresque. Ah, bah c'est ce que j'allais vous demander. Est-ce qu'il y a une mise en scène, il y a des décors, qu'est-ce que vous avez prévu pour ce spectacle? Justement, il y a une fresque de prévu qui sera présentée au public, qui va durer près d'1 heure, n'est-ce pas? Et on ne va pas tout dévoiler, mais il y aura des choses à voir. Bon, il faut en dire quand même suffisamment pour que les gens aient envie de venir. Du coup, alors, au niveau de la partie chant, qui chante, qu'est-ce que vous avez prévu? Alors, il n'y a pas de partie chant. Si vous voulez... C'est une bande son? C'est... Déjà enregistré? Non. C'est-à-dire que les acteurs chantent. Chantent, d'accord. En fonction de la situation. Ok. Donc il y a une vraie scénographie par rapport à ça. Donc ça mérite le déplacement, j'imagine, par rapport à déjà les danses traditionnelles que vous faites et la partie chant. Vous êtes combien sur scène? Alors sur scène, on sera à peu de 30. D'accord, ah oui. Parce qu'il y a un marché, il y a la Rizabim, il y a... Waouh, ok. Et ça va de quel âge à quel âge à peu près? Ben, ça va, le plus petit acteur a 10 ans. Wow. Et le plus ancien, ce sera peut-être moi, je ne sais pas. 60. Vous avez 11 ans, donc tout va bien. Donc des jeunes talents donc, qui vont participer, c'est quoi? C'est une idée de transmission aussi, qu'est-ce qu'il y a derrière le message que vous portez par rapport à ça? Alors, dans les deux pièces, la première, il est question d'illettrisme. D'accord. Dodo, on l'appelle Dodo, c'est un monsieur qui ne savait pas lire, qui s'est fait lire une lettre qu'il a reçue par son enfant, et naturellement l'enfant ne savait pas trop lire, et
il a conduit le père, n'est-ce pas, presque au suicide. À cause d'une mauvaise lecture de la lettre. Bon, ça, ce sera à voir. Ok. Je ne dis pas plus. Alors là, on combat l'illettrisme, n'est-ce pas, par cette pièce-là. Et par l'autre pièce-là, Isabim, on peut juste faire revenir la vie d'avant, quoi. La vie d'avant à Pointe-à-Pitre, surtout là où il fait beau le marché de Mario, qui était, si vous voulez, à l'époque, la capitale économique de la grande terre de la Guadeloupe même. Maintenant, c'est Jarry. Ouais. Mais à cette époque, il y a 50-60 ans, bon, c'était Pointe-à-Pitre. Donc, est-ce que c'est la première représentation que vous avez de ce spectacle? Alors, de ce spectacle, on a eu une représentation à Morne-à-l'eau. D'accord. Qui a été tellement plébiscitée, bien perçue, plébiscitée, qu'on a voulu la refaire à Pointe-à-Pitre. Et dans d'autres communes, lorsque ce sera demandé. Je vois qu'il y a des invités d'honneur. Alors, des invités d'honneur, pourquoi? Alors, pourquoi? Ben, c'est parce que M. Brédin a bien voulu nous aider, n'est-ce pas? Nous a reçus carrément, on dira, pour ce spectacle à Pointe-à-Pitre. Alors, M. Brédin et Mme Gustave, parce qu'elle nous a fréquenté longtemps. Mme Gustave, qui s'occupe des plantes médicinales, elle nous a fréquenté longtemps lors de nos activités marches. Elle s'arrêtait à chaque plante, elle s'interrogeait, elle nous interrogeait, etc. etc. Alors, c'est une façon de la mettre à l'honneur. Je vous dis, il y a très longtemps, cela. Il y a près de 25-30 ans. D'accord. Donc là, elle a fait une thèse et tout cela, elle a eu des connaissances qu'elle dispense maintenant et qu'elle fait partager à la Guadeloupe entière, concernant les plantes médicinales surtout. Donc là, le rendez-vous, c'est le 26 avril. Le 26 avril. 16h. À 16h. C'est original, oui, 16h. Ouais. C'est quoi comme jour, en fait, du coup? C'est un samedi. C'est un samedi à 16h. C'est un choix. Oui, c'est un choix. D'accord. Pour permettre au maximum de personnes de venir, j'imagine. Parce qu'il y a un certain nombre de personnes qui voient peu ou voient mal la nuit, qui ne peuvent pas... C'est très bien pensé. Bon, 2 heures. Oui, comment? Aussi. Les transports le samedi aussi. Oui. Donc, donc à partir de 16h, donc 2 tarifs pour permettre aux gens de pouvoir venir. Un numéro de téléphone. Aux enfants aussi. Les enfants, oui. Enfants, parce que je parle en fait, ça va être vite rempli parce que la salle Tarère n'est pas extensible non plus. Vous allez devoir faire plusieurs dates. On verra. On verra. Donc, au numéro de téléphone, si les gens veulent... réservé. C'est le mien déjà, 63 06 90. Oui. 63 82 68. En tout cas, merci Monsieur Attalis pour. Alors, je voulais dire aussi qu'on a, dans le cadre de la fête du crabe, oui, à Morne-à-l'eau bientôt, nous, l'association NAM, avec l'association qui s'occupe du crabe, oui, nous avons une conférence samedi tout court. Ce samedi 12? Oui, ce samedi tout court. Sur c'est quelle thématique? La thématique est simple. Crabe, belote, santé. D'accord. Parce que nous avons aussi un club de belote. Nous n'avons pas que la danse et que la marche, qui sont nos principales activités. On a la danse, la marche, la belote. D'accord. Et samedi, dans le cadre de la fête du crabe, il y aura M. Dr Nassau. D'accord. Monsieur Garin. Oui. Et un autre docteur, j'oublie le nom, qui viendront nous parler du crabe, de la belote. Crabe dans non. Dans l'alimentation. Oui. Et les jeux, quoi. Les jeux, et spécialement la belote. Ok. Alors, donc c'est où donner les horaires éventuellement? Alors pour cette conférence, elle va commencer samedi vers 15h. D'accord. Et ce sera au local de la NAM à Morne-à-l'eau. D'accord. Alors c'est rue, que je ne dise pas de bêtises, rue du Palmier d'Atier.
D'accord, très bien. Bon, j'imagine que c'est le même numéro de téléphone oui, si oui, les gens... Voilà, oui. pour... c'est ouvert à tout le monde. Oui, la conférence est gratuite. Conférence est gratuite. À tout le monde. Voilà. En tout cas, merci Monsieur Attalis. Et on va faire notre deuxième pause publicitaire. On revient tout à l'heure avec Winnie Kaona. On parlera de Ontisier doux. À tout à l'heure. Nous voilà de retour sur le plateau du ZCL et dans un instant, on va recevoir Winnie Kaona qui est avec nous sur le plateau, donc autrice, compositrice, interprète. On va parler de son livre, de Ontisier doux, de son parcours. Bonjour. Bonjour, ravie de te retrouver une fois de plus, c'est bien. Encore une fois. On va revenir avant un petit peu sur l'actualité, sur la rencontre qui a eu lieu à l'université entre la procureure et Kérosène. C'était une façon originale de parler de la réalité sociale guadeloupéenne avec une approche différente sur la prévention, sur la responsabilité collective et sur le rôle des artistes. On voit un reportage de Michel Depape. Après culture, je ne sais pas quoi, on a été lobotomisé, on croit que la Guadeloupe a besoin de la France. On ne nous dit jamais que la France a aussi besoin de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion, de la Donc les débats ont lieu de manière tout à fait apaisée, respectueuse. Il y a eu beaucoup d'interventions du public, l'amphithéâtre était plein, donc c'est un vrai succès. Je crois que nos deux intervenants ont beaucoup apprécié l'exercice, qu'ils ont réussi. D'ailleurs, il faut le dire, c'est important. Et je trouvais que c'était assez intéressant justement de pouvoir débattre sur des grandes questions de société, que ce soit la sécurité, mais aussi l'identité, la citoyenneté et les gangs aussi. D'ailleurs, on en a parlé aussi ce matin. C'est important de se faire comprendre. On est pour moi, des Guadeloupéens avant tout. On ne peut pas être traité en tant que Français en Guadeloupe, on veut être traité en tant que Guadeloupéen en France. Et c'était super important d'être là, de confronter mes idées, d'exposer mon point de vue. Je trouve que c'est intéressant de débattre et de sortir de sa zone de confort pour justement être confronté à des arguments qui sont ceux d'autres, de quelqu'un qui a une autre origine, qui a une autre histoire que la mienne. Et je trouve que c'est ça qui est vraiment passionnant. Quelqu'un dont la fonction, qui des fois ne permet pas d'entendre les points de vue, puisque les procureurs sont là pour condamner, c'est les procureurs qui ont la parole. Là, c'est bien de se faire entendre. On a pu avoir des échanges, des débats parfois passionnés, des interventions du public. Donc souvent, les personnes n'étaient pas d'accord, mais c'est ça l'enjeu justement, c'est de réunir dans un même lieu des personnes qui n'ont pas les mêmes visions et puis qui échangent respectueusement et qui apprennent les unes des autres. C'est surtout ça qui est important, apprendre de l'autre. Donc une nouvelle forme de rencontre qui pourra ouvrir à une co-construction citoyenne un peu plus proche du réel. C'est à souhaiter en tout cas. On va enchaîner avec Winnie Kaona. Bonjour. Bonjour. Alors, rebonjour, c'est un plaisir de vous retrouver encore une fois, toutes les deux aujourd'hui. Oui, oui. On va parler de tranche de vie sur Pas de Begin. Donc, non, tranche de vie sur Pas de Begin. Voilà, l'almanach Begin, donc c'est une nouvelle production que vous avez. Est-ce qu'on peut dire pourquoi c'est un almanach déjà, carnet de mémoire? Il y a plein de choses en fait qui rendent hommage à la Begin, mais le format est original déjà. Alors, tant mieux. Alors, d'abord le titre Tranche de vie sur Pas de Begin. Il faut simplement dire que ce livre-là, il est un peu particulier. Ce n'est pas un livre comme les précédents que j'ai écrits sur la Begin. Il est, je dirais, complet. Et comme je l'ai dit l'autre jour, c'est un testament que je laisse à mon pays et aux habitants, et à ses habitants. Pourquoi? Parce que c'est la résultante d'un héritage qui m'a été confié en 1994 par Madame Monde de Rivel, qui m'a transmis la responsabilité, si je puis dire, de sauvegarder la Begin. Et cela fait de 1994 à 2024, cela fait 30 ans. Qu'ai-je fait durant 30 ans? Généralement, quand on a un héritage, qu'est-ce qu'on en fait? On le fait fructifier ou on l'abandonne. Eh bien moi, contrairement à ce qu'on souhaitait que je fasse, eh bien moi je l'ai fait fructifier. Et voilà, donc j'ai travaillé pendant 30 ans, pas facile surtout, et surtout je me suis dit, au seuil de mon bel âge, parce que je suis dans le clan des septuagénaires, n'est-ce pas, il faudrait quand même faire une synthèse qui soit, comment dirais-je, comme on l'a vu tout à l'heure,
disponible, mais surtout pour les jeunes générations et surtout les universitaires. Alors le livre, comment il est constitué? D'abord, premièrement, par toute l'histoire de la Begin, la façon pédagogique. Oui. Et un universitaire qui veut faire une thèse, eh bien, il aura près de 100 pages où il aura tout sur la Begin, la partie. Donc c'est vraiment dans cet intérêt de transmission pour les générations. Ah oui, mais même nous, transmission ou pas, je dis, on aimerait davantage la Begin si chacun comprenait ça, ce que c'était, l'origine. Si on ne connaît pas l'origine, ses parents, eh bien, voilà, eh bien c'est pareil. Eh bien la Begin, c'est pareil. Donc j'ai commencé par ça. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé pendant 30 ans? Qu'est-ce que j'ai fait? Il faut toujours commencer par le commencement, la genèse. Qu'est-ce qui s'est passé en 1994? Eh bien c'est là que Moun de Rivelle m'a transmis son formulaire de chanson. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait tomber mon petit capuchon pour commencer. Et là, on va regarder la synthèse. J'ai fait un livre avec des mouvements, pour rester dans le style de la musique, et les spectacles légendaires. Le premier spectacle légendaire, eh ben, c'est la rencontre de la chanson créole, où tout a commencé. Et puis après, il y a eu la revue créole, le bal nègre, les concerts, le récital 9 poètes d'Ilantrel avec des musiciens cubains qui m'avaient accompagné. Après, nous avons la commémoration du centenaire de Moun, nous avons les trophées de la Begin Moun de Rivelle, les bibliographies, regards croisés. Et j'aime bien connaître pour savoir la Begin, une musique de Guadeloupe. Parce que beaucoup de Guadeloupéens, même des musiciens, ne savent pas que la Guadeloupe, la paternité, elle est guadeloupéenne. Et ce n'est pas moi qui l'ai dit. Alors, pour rassurer tout le monde, je n'ai jamais rien inventé, j'ai beaucoup cherché aux archives départementales, dans des livres qui n'existent plus, et je me suis permise, avec l'autorisation des auteurs, pour ceux qui étaient là ou les ayants droit, l'autorisation de ramener tout ceci dans mes ouvrages, de façon à ce que toi, les autres, les enfants, puissent avoir connaissance. Donc on parle d'almanach de résistance, en fait. Est-ce que pour vous, la Begin, c'est un acte de résistance? La Begin n'est pas seulement un acte de résistance, la Begin, c'est notre identité. Alors, résistance, non. Moi, je dirais le gros cas, oui. Mais la Begin, non. La Begin, c'est une danse qui plaît, qui a du charme, qui a... Je prends le cas de Madame Moun de Rivelle. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle était une militante pour justement apporter cette... comment pourrais-je dire? Cette douceur, cette façon d'être créole dans le monde entier, notamment aux États-Unis, et tout ceci pendant la guerre. Et elle a toujours chanté en créole, mais pas grivois, mais avec beaucoup d'élégance. Et voilà. Donc, je ne dirais pas résistance, je dirais plutôt une musique de charme, une musique d'amour sensuelle aussi. Voilà, tout ceci. Voilà. Plus poétique, on doit dire. Et donc, le format comme ça, qui permet d'être dans le mouvement, dans la continuité. J'ai voulu. C'est pour dire que c'est quelque chose d'actuel aussi, hein, c'est pas... Mais c'est chaque chose... Alors, regarde, on a analysé le titre « Tranche de vie ». Tranche de vie, on fait des tranches. Ben, quand je fais ça, l'année prochaine, je ne sais pas ce que je vais faire, mais je fais autre chose. Et j'ai rassemblé toutes ces tranches, comme dans un collier, et j'ai dit, voilà ce que j'ai fait de l'héritage que tu m'as donné. Comme un puzzle Tout à fait. Et ça donne ça, tranche de vie. Ce beau livre, je suis contente. Et ce n'est pas un roman où on va s'ennuyer. Ah non, il ne faut pas que je m'arrête là, etc. Non. Vous allez aujourd'hui, premier mouvement, vous allez au mouvement 14, il y en a 14, au mouvement 10, au mouvement 5. Donc on n'est pas obligé de lire de façon linéaire. On peut pas vraiment non. Se promener, c'est comme une promenade. Eh ben voilà, exactement. J'aime bien le mot promenade, je dirais une partition, voilà, très douce où on va et on apprend beaucoup de choses et on voit un peu le parcours. Et ce qui est intéressant, Iman, c'est que dans ce livre, beaucoup vont s'étonner de trouver leur message parce que j'ai rencontré des gens qui ont voulu... comment dirais-je, j'aurais dit gentiment, mais ce travail que j'ai fait depuis combien d'années, on se connaît, vous me connaissez, mais qu'est-ce que vous pensez du travail qui a été fait et que pensez-vous de la Begin? Eh bien là, j'ai eu de très beaux cadeaux. J'ai eu des mots écrits et que je me suis permise d'avoir. Monsieur Thompson, Harry Boussillon, Franck Garin, Ernest Pépin, Madame Méry, des personnalités très connues de la Guadeloupe, Harry Méfond, qui d'autres encore, Jean-Pierre Sainton qui nous a quittés, tous ces gens-là, au lieu d'avoir à rééditer les ouvrages, parce que chaque fois, ils faisaient des préfaces, et je me suis permise d'utiliser les préfaces également. Donc, c'est une façon pour moi de faire vivre ces gens-là au-delà de ma génération,
pour que ceux qui arriveront savent qui était Pounsom, qui est un tel, qui était, etc., etc. Vous avez eu l'hommage récemment de Antisédou. Tout à l'heure, chérie, je n'ai pas terminé. On peut en parler. Oui, je vais t'en parler tout de suite. Et je vais te dire. C'est une forme d'hommage, de toute façon. Oui, tout ça. Et puis moi, je vais te dire, c'est qu'il y a une chose que j'ai faite aussi dans cet ouvrage. Il y a quelqu'un qui me disait que j'étais l'artiste la plus médiatisée. Un journaliste qui m'a dit ça. Et j'ai dit, non, il se trompe. Et effectivement, il a raison. Parce que quand j'ai commencé à chanter, et j'ai fait ce livre, je me suis souvenu, depuis les premiers journalistes et animateurs, tout ce monde-là qui m'a reçu, tous les noms sont là, et je leur dis merci. Ils sont dedans. Ils seront étonnés, je ne sais plus à quelle page, de voir tous ceux, et Marc Armor, qui est parti l'autre jour, il a été pour moi le journaliste le plus sympa que j'ai rencontré. Ah oui, vraiment, et qui savait écrire, qui savait écouter. Et d'ailleurs, quand j'ai fait la rencontre de la chanson créole, on avait organisé un cocktail de presse à Sainte-Rose, et c'est lui qui avait le titre « Baptême de feu pour Winnie Kaona ». D'accord. Voilà, ne serait-ce que ça pour fermer la parenthèse des archives, mais en matière de communication, tous ces gens vont se retrouver étonnés de voir que Winnie a pensé à leur dire merci dans son ouvrage. D'accord. Et donc, la reconnaissance que vous avez eue justement par rapport au département, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que pour vous, c'est comme un accomplissement? Je n'attendais rien. Rien? Je n'attendais rien. Et pour moi, c'est un cadeau. D'autant plus que c'était le lendemain de mon anniversaire. C'est un cadeau parce que c'est sans doute mérité, parce que tout le monde est dans le silence, tout le monde me voit évoluer. Et comme je dis, je suis contente. Pourquoi? Parce que ce combat a été mené en solo. Et ce que je regrette, c'est que beaucoup d'artistes du pays n'ont jamais eu la gentillesse de me faire partager leur plateau. Jamais, jamais, jamais. Et d'arriver là, je dis, mais c'est super. Là, je suis contente et ça m'a même bouleversée parce que je ne m'attendais pas à ce que le département, autrement dit le pays, mes fans que je rencontre aujourd'hui depuis cette émission qui est passée, que je ne savais pas que c'était en direct, eh bien, qui me disent, il était temps, il était temps, il est temps. Je suis ravie et je dis à tout ce monde-là merci de m'avoir en silence soutenu et j'ai pu, comme on dit, faire le bilan de cet héritage que l'on m'a confié pour que les générations futures se souviennent à travers moi de ceux qui nous ont précédés, en l'occurrence les ambassadeurs et particulièrement Moun de Rivel. Et par-delà, Winnie Kaona ne sera plus un nom, mais ça sera un visage, ça sera quelqu'un qui, comme je dis... Mais c'est déjà le cas. Comment? C'est déjà le cas, vous êtes déjà un nom. Vous êtes, oui, mais ce n'est pas suffisant d'avoir un nom. C'est pas suffisant, c'est savoir ce que ce nom apporte aux gens dans leur comportement, dans leur action, dans leur quotidien. Parce que Winnie Kaona, oui, c'est un nom, comme je m'appelle André, mon chéri, mais écoutez, ça ne suffit pas. Qu'est-ce qu'elle a fait? Ah, on va prendre comme exemple. Et comme je dis, les trophées, par exemple. Comme je dis, je ne suis pas une exception. Parce qu'il y a d'autres qui ont su, il y a des exemples, mais moi je ne suis pas une exception. Mais ce que j'ai fait, je l'ai fait avec conscience et je l'ai fait pour que, bien sûr, que ça serve de modèle à tout le monde. Mais il y a les trophées de la Biguine, justement, c'est un leg que vous faites. Alors, les trophées de la Biguine, justement, parlons de ça, ça fait partie justement de toutes ces choses qu'on va retrouver dans le livre. Et cette année, ça a été la 7e édition. Pourquoi la 7e? Tout simplement parce que, ou 8e, mais nous en connaissons, mais c'est Covid déjà volé. Voilà. Et puis là, qu'est-ce qui s'est passé? Pour la 7e, c'est merveilleux. On a eu un public chaleureux, on a eu des participants nombreux et tout le monde a été... conquis, transporté, même les candidats Ça veut dire que la Biguine est encore actuelle, vivante. Mais pourquoi on dit encore? Mais il faut pas dire encore, elle l'est toujours, elle ne mourra pas. Pourquoi on dit pas le Goka est encore vivant? Le quadrille, la Biguine, trop ce que tu fais comme danse, ça, je t'ai déjà dit l'autre jour. Tu dois travailler un peu dans tes mouvements, la Biguine, hein, c'est pas... on va faire le pont, y a pas de souci. Mais c'est vrai qu'on parle plus souvent de Groka et d'autres styles musicaux. Et c'est le combat que j'ai mené, c'est le combat que j'ai mené depuis 30 ans, et même plus, parce que 30 ans, parce que j'ai l'héritage. Mais Winnie a plus de 50 ans de chansons de Biguine. Hein. J'ai été une femme fidèle, hein, une artiste fidèle en matière de Biguine, de ce que j'ai choisi, et je suis restée fidèle à la Biguine. Et pourquoi maintenant la 7e édition, cette formule s'achève maintenant? Pourquoi? Parce que nous allons maintenant, et tu
je réponds à tes vœux, je réponds d'ailleurs à tes vœux, pour que ça puisse encore prendre plus de ballon et que tout le monde qui n'entend pas, ne participe pas, se dire, eh bien maintenant, on va faire en sorte que ça soit une ville-étape, une commune, et je prends l'exemple de Sainte-Anne tout simplement parce que la première édition et les premiers gagnants viennent tout simplement de Sainte-Anne. Et Moon est de Sainte-Anne, son père est enterré à Sainte-Anne, donc c'est devenu naturellement, et la première édition de ce Guadeloupe Begin Festival, parce que c'est ce que ça va devenir maintenant, j'ai oublié d'emmener le logo, mais ce n'est pas grave, on aura le temps, et ça va en 2026, nous allons faire quelque chose. C'est à partir de quel mois? Ce sera toute l'année? Alors justement, alors, mais par contre, si ce n'est pas toute l'année, parce qu'il faut de l'investissement financier, n'est-ce pas? Et ce que je dis, c'est que les patients côté, qui s'assoient en pharmacie, qui s'assoient en hôtel, qui s'assoient en boutique, qui s'assoient de tous côtés, on doit entendre la Begin. Et je ferai ce travail-là de porte en porte s'il le faut, pour éduquer ces gens à retrouver le rythme de la Begin et qu'on en tienne, que ça fasse partie du quotidien comme ils le font dans notre île sœur, la Martinique. Tous les jours, sur n'importe quelle radio, vous avez de la Begin, ce qui n'est pas malheureusement le cas chez nous. Oui, et qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, à partir de ce moment-là, le travail va se faire et puis il y aura un jour où on va faire la grande fête. Et j'ai même pensé à quelque chose parce que, vous savez, l'année prochaine, il y a les élections. La date des trophées, c'était au mois de mars, la date d'anniversaire de la mort de Moon de Rivel. C'est cette date que j'avais choisie. Mais comme il y aura les élections à cette période-là, personne ne sera disponible. Et qu'est-ce que je vais faire? Et j'ai une petite idée que je vais soumettre à monsieur le maire, en espérant qu'il passe, et même s'il passe pas, ça sera l'autre, qui passera, et voilà, on va faire quelque chose de différent entre le Gros Cas et la Begin. Il serait temps. Voilà. Donc ça, c'est le nouveau projet à oui, je sais pourquoi. Mais tu es de Sainte-Anne, toi? Oui, tout à fait. Ah ben voilà, tu vas m'aider. On va faire ce travail ensemble. D'accord, il n'y a pas de problème. Du coup, est-ce qu'il y a des signatures de prévues? Alors, il y a déjà eu des signatures. J'en ai fait à la FNAC et à venir. J'étais en Martinique et j'ai eu un très bel accueil aussi. Donc, c'est pas fini. Pour l'instant, il y a d'autres choses en vue. Et puis, j'ai besoin de me reposer un petit peu parce que pour revenir au Tiziédou, c'était assez inattendu. Et je peux dire, ça m'a bousculé. Émotionnellement. Ah oui, beaucoup, parce que j'ai voulu être une grande dame. J'ai tout contenu à l'intérieur, là. Et je n'ai pas pleuré, j'ai rien dit, j'ai tout regardé, les témoignages, les trucs, voilà. Tout était parfait. Et merci, monsieur Guy Losbar, monsieur Mado, ce concept qu'il a inventé, qu'il a initié d'ailleurs, c'est très bien. Je profite pour remercier toute cette équipe. Et puis voilà, c'était beau. C'était beau quand je suis arrivée là. Tu connais l'expression « un chien qu'on note » ? Tu n'as pas encore vu un chien assis sur un canot, dans un canot, oui, il est comme ça. Eh bien, quand je suis rentrée, que j'ai vu toutes mes photos, et les photos impressionné. Voilà, et je peux saluer une grande amie qui était photographe. C'est avec elle que tout a commencé, tout mon parcours, toutes les photos que vous avez vues dans mes ouvrages. Elle s'appelle Lynn Johan. Eh bien, c'est elle qui m'a fait toutes les photos. Et comme elle m'a fait toutes les photos, eh bien, j'ai eu le bonheur de voir le travail qu'ils ont fait. Moi, je ne m'attendais pas à me voir en oriflamme, en kakémono, en grandeur nature. J'étais... Ah oui. Émue aux larmes. Ah, mais c'était beau. Et c'était vraiment, on m'a fait quelque chose de fantastique. Merci. Merci à toute l'équipe et merci à monsieur le président. Merci à monsieur Mado. Merci à David Eugène, à qui j'ai voulu faire un bisou en direct parce que j'avais envie de l'embrasser, n'est-ce pas? Et puis voilà, non, c'était une très, très, très belle fête. Et je profite de l'antenne pour remercier, je le dis publiquement, merci à toute la Guadeloupe, merci à tous mes fans, à tous ceux qui m'ont soutenu, qui m'ont eu la gentillesse de me suivre, me donner le courage d'avancer. Et merci aussi, je répète encore, ici j'ai été reçue beaucoup à ZCL, mais c'est la dernière aujourd'hui, il n'y aura pas d'autre occasion. Et qu'est-ce que nous avons eu encore eh bien, tout le monde, parce qu'un artiste, pour qu'il existe, il lui faut un public, il lui faut des médias. Et si les médias, le public ne suit pas, eh bien l'artiste, il meurt. Et moi, j'ai plus de 50 ans et j'ai
là, fêter les 30 ans en plus. En Voilà, tout cas, et c'est le travail. bravo pour avoir préservé la Biguine et pour nous transmettre cette joie de vivre. Je suis ravie, je suis ravie. Merci, on va du coup conclure notre émission, faire un petit rappel des invités qu'on a eus aujourd'hui. On a reçu Cécile Avio, fondatrice de la pratique Handi-Danse. Elle nous a parlé des rencontres qui ont eu lieu sur Petit-Bourg, masterclass, concours avec voilà, plein de personnes ravies, plus de 200 participants pour cet événement. On a aussi évoqué avec Nathalie Jacobi-Coali le viol et les procédures vraiment pour qui sont nécessaires pour vous, les victimes, qui ont besoin d'être accompagnées par des avocats et surtout pour prendre les décisions qu'il faut à temps. Avec Monsieur Jean Attalis, président de la NAM, donc la nouvelle amicale mornalienne, il était question de cette comédie musicale et théâtrale qui aura lieu à la salle Georges Tarrer, donc c'est le 26 avril à partir de 16h. Allez-y, courez pour ce spectacle. Et on vient de finir avec Winnie Kaona, donc autrice, compositrice, interprète. Elle nous a parlé de son livre et des projets à venir, vraiment autour de la Biguine et de son vraiment parcours incroyable, 30 ans qui sont incroyables de carrière. Merci pour ça. Au niveau de l'actualité, on a évoqué donc l'entretien avec la ministre autour de le délégué à l'autonomie et à l'handicap, donc avec le département. Ils ont pu faire un point justement sur les défis en matière de inclusion. Aussi avec Cap Excellence, il était question de Wotekaz Andlo, donc un projet qui permet de faire un diagnostic des zones inondables, surtout pour les logements, et de proposer un accompagnement sur mesure pour les habitants. On a aussi évoqué sur BMAO cette semaine de la citoyenneté pour développer la citoyenneté et le mieux vivre, notamment pour les jeunes, parce que la citoyenneté, c'est dès petit que ça commence. Et on a terminé avec la rencontre à l'université entre la procureure et Kérosène, donc une façon différente de proposer une co-citoyenneté, un co-développement proche de la réalité. Voilà pour aujourd'hui à la réalisation. Ah oui, on a une disparition inquiétante, donc Lidjis Jazor, qui a 17 ans. Donc, si vous voyez cette personne, n'hésitez pas à le signaler auprès des autorités. Voilà, au niveau de la tech, on était avec Jordan aujourd'hui et il est 13h57. On se quitte et on se retrouve demain dans le ZCL. Bon appétit si vous n'avez pas encore déjeuné et prenez soin de vous.